مساء لويزا رحماني ديال الاسم رحماني سليماني. Donc c'était sa première fille qui menait en vie. Donc il s'est éteinte le mercredi passé. Nsawatas Rahma. Donc je passerai la parole à Yahya Rahman. Donc je lui réserve la faveur de nous parler un peu sur Louisa Rahmani. Donc نعرض مس عمر أبرار ديون donc il est originaire du village Mouzaya dans la commune de Bourrifa, dans la Radichi. ديون محسوب X عام الزهر هذيك شم الساغرباز. C'est quelqu'un qui avait de la chance pour fréquenter l'école. À Khatar, il était destiné, normalement ses débuts étaient destinés à autre chose. Donc c'était la déclaration de son village comme zone interdite. Donc il s'est retrouvé cliché dans un centre d'éducation et il allait être donc dirigé vers la menuiserie. D'ailleurs il a commencé le stage de la menuiserie, le stage de la menuiserie avant qu'on découvre en lui un génie. Et puis on l'orienta vers l'école. C'est à partir de là qu'il s'est accroché aux études et l'obtention du bac, l'obtention de l'ingénierat en agronomie. Rahman va nous en parler justement. Et il s'est consacré à la recherche scientifique, à la recherche sur les plantes médicinales. D'ailleurs, il a animé une émission de la radio Soman intitulée Imran Yessoujaïn, c'est ça? C'est ça, oui. Voilà, Imran Yessoujaïn, donc les plantes qui guérissent. C'est une émission qu'il a animée pendant 2 années. C'est une émission quand même assez bénéfique, ceux qui avaient la chance de l'écouter. Et il s'est consacré aussi à l'écriture. Il fait cet essai sur Aïd Hamad ou Mohamed. C'est une famille justement, la famille Adra, je pense. Donc il fait la recherche sur sa famille. J'espère que nous allons passer d'agréables moments d'idées et que sa conférence va certainement être bénéfique. C'est un domaine de recherche très important. Ça nous permettra de connaître un peu, de nous connaître, de nous découvrir Anis Ibn Moussa, Anis Ibn Fas, Anis Ibn Saoud, Al-Wassa Boussan. لما طرح لون دونك سعد راوال عبد الرحمن باش غنديوي اوجير اما في لويزا رحماني اما في لانفيتينا عمر ابرار تنمير سنون حسول في اللون أنا نهضر رحماني لويزا في رحماني سليمان تقداش نقدشن qui a eu aussi son doctorat en ethnologie ou en anthropologie, قرا à l'université d'Alger, à Ouzréa. Elle faisait partie sous la direction, elle a fait de la recherche sous la direction de Mouloud Mamri. Elle a écrit beaucoup de publications sur l'IBICA. Elle a été représentante de l'Algérie à l'UNESCO. Elle a écrit aussi un livre sur le terroir, sur la cuisine du terroir de la région ici. Et on aimerait bien évidemment tomber sur son livre parce qu'il parle de chez nous. Donc comme Rahman Slimane, comme elle, pratiquement dans le même domaine, dans la même région, ont travaillé pour que nos us et coutumes, nos pratiques coutumières ne tombent pas dans l'oubli. Voilà. Et j'aurais souhaité, évidemment, je lui ai téléphoné une dizaine de fois, j'aurais souhaité qu'elle me donne, parce qu'elle m'avait préparé un paquet, notamment le doctorat de son père et le doctorat, son propre doctorat, ainsi que ce que son père avait, d'après Jamil, le neveu. Son père avait écrit une 50aine de contes de la région d'Aoukas. J'aurais souhaité tomber dessus pour parfaire le travail sur le musulman.
Elle est partie la dernière fois que je lui avais téléphoné, il y a à peu près 1 mois et demi. Elle avait toussé au téléphone. On a dû, je lui ai dit, Louisa, je raccroche étant donné que tu es mal, etc. J'ai essayé par l'intermédiaire de quelqu'un de sa famille. Elle m'a dit avant, viens avec Tahar, venir avec Akhli, ce sont des gens de sa famille. J'ai demandé à Akhli, parce que Tahar n'est pas venu depuis 4 mois, malheureusement, avec Idir, le fils de Akhli, ils n'ont pas été chauds que j'aille avec eux pour prendre pour le voir d'abord, m'enquérir de sa santé, et puis prendre le paquet qu'il m'avait spécialement préparé. Que Dieu ait son âme. Voilà pour... mais je pense qu'on va travailler dessus, on va travailler sur son œuvre. J'espère qu'avec Jamil, on aura de bons contacts et qu'on va essayer de produire son œuvre, de la diffuser, afin qu'elle soit connue, qu'elle ne tombe pas dans l'oubli, comme l'avait été presque son père, si nous n'étions pas intervenus pour le faire revivre. Aujourd'hui, nous voyons bien que sans effort, on n'a rien, on a quand même su baptiser le centre culturel de son nom. Voilà pour Louisa Rahmani, que Dieu ait son âme. Voilà. Et pour mon ami Adrar Ammar, qui est une vieille connaissance, nous avons presque le même âge, hein, n'est-ce pas? Et je vais succinctement, quoique il avait surfacé un petit peu tout ce que j'allais dire, mais je vais dire parce que c'est lui qui l'avait écrit, s'il y a des choses qui manquent. Il est né le 14 septembre 1948 au village Mouzaïa, tout le monde connaît, commune de Bourkhlifa, Wilaya Béjaïa. Comme les enfants de son âge, il était berger jusqu'à l'âge de 10 ans. Son frère est tombé au champ d'honneur en 1956. Suite à la démocratie progressive prônée tardivement par le général de Gaulle, Ammar, parce que les Français avaient permis l'enseignement pour une meilleure phagotisation, ils allaient nous phagotiser. Voilà. Ammar avait pu, à l'école, ses premiers maîtres étaient des soldats français. Avait eu à l'école, ses premiers maîtres étaient des soldats français. En 1959, son village s'est dépeuplé, déclaré zone interdite. Sa famille s'est réfugiée à Tichy. Là, il entra au centre éducatif pour apprendre la menuiserie. Une année après, le responsable du centre, M. de la Salle, s'est aperçu qu'il était trop jeune pour apprendre un métier et l'a orienté vers l'école primaire, malgré son âge avancé. Ainsi, Ammar avait su s'accrocher aux études, obtenir le baccalauréat et devenir ingénieur d'État en agronomie en 1978. Spécialisé dans la foresterie et la pisciculture, il avait aussi préparé un certificat de biométrie à l'École nationale supérieure d'agronomie de Rennes, France, en 1981. Tout en étant responsable au niveau de la direction de la pêche de Béjaïa, il dispensait des cours à l'université à Amira, faisait des recherches sur les plantes médicinales et avait animé pendant 2 ans sur l'antenne de Radio Souman une émission très écoutée intitulée « Les plantes qui guérissent ». Retraité aujourd'hui, il s'intéresse à l'histoire de sa famille et de la région de Béjaïa. Alors, il a d'autres livres qui sont à paraître. Il a la traduction du Petit Prince de Saint-Exupéry. Il a un autre livre, Traitement par les plantes en bilingue. Il a les souvenirs de guerre. Il a aussi un autre livre qu'il avait intitulé Lettres ouvertes. Voilà à peu près son contour, sans pouvoir le mettre dans un mouchoir parce qu'il est beaucoup plus vaste que cela, il me semble. Je passe la parole à Ammar qui va nous parler de son livre d'aujourd'hui. Bien, merci bien. Alors, tout d'abord, je remercie du fond du cœur tous les animateurs de l'association Sulaiman Rahman. Ce sont des gens qui animent, qui activent très très bien et je les remercie de nous avoir invités pour
présenter mon livre, mon premier livre que j'ai édité à compte d'auteur, donc, et qui s'intitule Généalogie des êtres Hamdou Mahand. Alors, Hamdou Mahand, c'est qui Hamdou Mahand? Hamdou Mahand, c'est mon ancêtre à partir de mon fils, en remontant plus loin, c'est mon ancêtre à partir de mon fils à la 17e génération. Alors, j'ai pu remonter aussi loin, donc vers les années 1700, grâce à la mémoire collective, grâce notamment à un monsieur, Hajj Al-Qadr, un cousin de mon père, qui est encore vivant et qui a une mémoire vraiment d'éléphant et c'est vraiment une bibliothèque. Il se souvient de tout et il a toujours ses capacités morales actuellement. Même il a plus de 90 ans actuellement. Donc voilà, je tiens à signaler d'abord une petite digression, c'est que comment se fait-il que moi, étant né jusqu'à l'âge de 10 ans, j'étais berger? Comment j'ai pu faire des études supérieures? Et étant aussi, je tiens à le dire, c'est comme d'ailleurs tous les enfants de mon âge, j'étais fils du pauvre également, puisqu'on habitait en plein bois, etc. Eh bien, c'est que c'est un peu grâce à la démocratie, à la démocratisation qui est intervenue en 1958, parce que De Gaulle pensait que si il donnait un peu de droits aux Algériens, il allait casser la révolution. Bon, ça n'a pas été fait. Bon, ils ont donné un peu, donc ils ont permis aux gens de se scolariser, même s'ils ont un âge très avancé. Bon. Donc c'est pour cela que j'ai pu être scolarisé dans mon village et mon premier instituteur c'était un appelé français, avec lequel d'ailleurs, grâce aux communications modernes, grâce à l'informatique, etc., grâce à Internet, je tiens des relations d'amitié jusqu'à aujourd'hui. Donc, voilà. Mais il se trouve que 2 ans après être scolarisé 2 ans, eh bien, on est réfugié à Tichy, et là, il y avait une école primaire, mais on ne voulait pas m'accepter. On m'a dit, voilà, bon, vous êtes trop vieux, il faut apprendre un métier. J'étais au centre social éducatif, qui était animé à l'époque par Bouloud Frao. C'est lui l'initiateur de centre social éducatif. Bon, pendant une année, tant bien que mal, mais j'étais trop jeune vraiment pour apprendre un métier. D'ailleurs, j'ai encore des traces de ciseaux et de scie. Je me blessais à chaque fois. Mais j'ai tenu quand même. J'étais avec des gens qui avaient 35 ans et plus. Bon. Et il se trouve que par hasard, en 1960, la veille de l'entrée à l'école en 1960, eh bien, le directeur est venu et il nous a dit, voilà, j'ai besoin de 3 élèves pour arranger les tables et préparer à l'école primaire la rentrée de demain. J'ai été choisi parmi ces 3. Et en arrivant là-bas, on arrangeait les tables, etc. Et à un moment donné, une demi-heure après, ou je ne sais pas quoi, le directeur est revenu. Il est revenu et il dit, allez, activez, on va partir. Et alors je l'ai apostrophé. Moi j'ai remarqué au-dessus du tableau, il y avait un planisphère. Alors j'ai dit, monsieur, ici c'est mieux qu'au centre. Il me dit, pourquoi? J'ai dit, pourquoi? Parce que ici, il y a des histoires de la géographie. Il m'a dit, quoi? Des histoires? Quelles histoires? Oui, j'ai dit, il y a des histoires. Et je lui ai montré le planisphère. Il avait compris. Et il avait dit, ah bon, tu veux dire l'histoire? J'ai dit, oui. Eh bien, elle m'a dit, alors, puisque c'est comme ça, quand tu finis d'arranger le table, tu viens à mon bureau. D'accord. Et puis à la fin, je courais bien sûr, naturellement, pour aller. Et je l'ai trouvé, et il m'a remis un mot,
Elle m'a dit, va voir madame, c'était la directrice, c'était sa femme et la directrice de l'école primaire. Il m'a dit, voilà mon fils, il m'a écrit un mot, il m'a dit, voilà mon fils, puisque tu aimes des histoires, je vais te mettre là où il y a des histoires. Et je suis venu avec ce papier, très heureux, j'arrive chez la directrice, elle me dit, non, 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 vous êtes trop vieux, allez pas apprendre un métier. Elle me renvoie. Je reviens chez le directeur tout en pleurant. Elle me dit, qu'est-ce qui vous arrive? Elle dit, non, elle ne veut pas. Elle m'a dit, non, vous êtes trop vieux, etc. Alors il a pris son téléphone et c'était le seul à Tichy qui avait le téléphone à l'époque. C'était pas comme maintenant. Et alors il a pris son téléphone et il a dit, voilà, il a téléphoné à sa mère, il a dit, je te dis de l'inscrire. Il faut lui donner une chance. Bon. Il m'a dit, retourne, bon, je suis retourné, il m'a inscrit, et le lendemain, ben, il a dit, on va te mettre avec les débutants. Alors que moi j'avais 11 ans, avec les débutants de 6 ans. Bon, j'ai démarré comme ça, mais l'institutrice avait compris parce que je parlais assez bien le français, je parlais quand même mieux que les autres. Et je savais écrire, je savais compter, d'autant plus j'étais berger, donc je savais compter mes chevreaux. Et là, elle m'a dit non, vous n'avez rien à faire ici. Et après, bon, le lendemain, elle a signalé ça à la directrice. La directrice est venue, elle m'a fait un petit examen que j'ai réussi, une dictée, des calculs, bon. Et puis elle m'a mis au cours élémentaire deuxième année. Et voilà, et c'était comme ça que j'ai pris le train en marche, que j'ai pu rattraper le retard. Voilà. Ceci, cette digression pour vous dire qu'il y a des accidents de parcours comme ça, qu'il y a des accidents heureux. Voilà. Donc j'ai fait mes études supérieures, avec beaucoup de retard, avec beaucoup de séquelles, bien sûr, parce que quand on brûle les étapes, il y a toujours des séquelles. Bref, donc, une fois terminé mes études, etc., bon, ce qui m'a motivé à écrire ce livre. Ben, ce livre, Généalogie des Hommes, c'est que je me suis posé la question des origines, comme beaucoup d'auteurs d'ailleurs, comme par exemple Yassine et autres. Eh bien, ceux qui étaient en quête d'identité, ils voulaient savoir d'où est-ce qu'on est venu et où est-ce qu'on va, surtout. Et c'était ainsi que j'ai dit, voilà, moi aussi, il faut que je cherche. J'ai commencé par ma famille. Et grâce à ce vieux-là, à ce vieux cousin, j'ai pu remonter assez loin, vers les années 1700 comme ça, toute ma généalogie, avec les vivants et les morts. Alors, les listes qui existent derrière là, ce sont des rameaux généalogiques qui apparemment n'intéressent personne, sinon les noms des gens qui sont représentés ici. Mais ça a été d'un apport très important pour moi au niveau sociologique. Parce que ça m'a permis de comprendre une chose. C'est que j'ai découvert qu'on avait dans la région que 5 à 6 noms qui se répètent à l'infini. Mohamed, Ijad Saïd, Saïd Ijad Mohamed, Mohamed Ijad Ali, Ali Ijad Mohamed, et ça tourne tout. Alors pourquoi? Pourquoi ça tourne comme ça? Pourquoi? Parce qu'il y a une pratique Alors pourquoi il y a cette pratique? Parce qu'il est de coutume en Kabylie que lorsqu'il y a un décès, eh bien celui qui est mort là, immédiatement après il y a une naissance, on lui donne le même nom, c'est-à-dire Khalfenti. Et cette technique, c'est une très grande courte. Pourquoi? Parce que c'est une manière de se consoler, c'est une manière de se dire, voilà, donc il n'y a rien de perdu, la vie continue, comme ça. Donc c'est psychologiquement, c'est une façon de se consoler, c'est une lutte déguisée contre la mort. Voilà.
Et ça, ça m'a vraiment impressionné. Voilà donc pour cette généalogie. Et ensuite, une fois que je suis remonté dans le temps où je sais ma tribu, j'ai pu situer ma famille au sein de ma tribu, la tribu des Slimane. Ensuite, je me suis intéressé à la tribu elle-même, la tribu Slimane. Et il y a des archives, il y a Eucaret par exemple, exploration scientifique, des gens, des chercheurs français, qui ont écrit sur la tribu Slimane. Il y a également Ibn Khaldoun qui a évoqué la tribu Slimane. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc la tribu des Slimane occupait donc l'intérieur de Béjaïa, et au niveau de la côte, de Béjaïa jusqu'à Jijel, il y avait les Khotama. Donc on était voisins des Khotama. Et il se trouve que la famille, la tribu des Slimane avait une grande puissance, elle était tout à fait autonome. C'était une république tout à fait autonome, tout à fait indépendante de l'influence extérieure, parce qu'inaccessible. Et elle était connue, donc même en Orient, et on appelait ces gens-là, les Slimane, des gens de bien. Il se trouve qu'au IXe siècle, un philosophe, Ibn Hawshab, qui avait une lecture particulière du Coran. C'était un autre courant qui est très peu vulgarisé, mais qui est d'une très grande importance, à mon avis. C'est que Ibn Hawshab, la lecture qu'il fait du Coran, c'est que, d'abord, il n'y a pas de lieu de culte, c'est une philosophie, il n'y a pas de lieu de culte, et il n'y a pas de liturgie, rien. L'enseignement, il se fait en 7 étapes, et lorsqu'on arrive à la dernière étape, on comprend que dans la vie, il n'y a qu'après la mort, il n'y a ni châtiment ni récompense. C'est-à-dire qu'on devient un zindiki, c'est-à-dire un matérialiste, un athée. Et lorsque Ibn Hawshab a fini cette théorie, il a envoyé quelqu'un, Ibn Abdullah, c'est son disciple, il l'a envoyé, il a dit voilà, il faut aller en Afrique du Nord pour répandre cette théorie. Et comme Abba Abdullah ne connaissait pas l'Afrique du Nord, il est allé à la Mecque. Et à la Mecque, il a demandé à voir des gens de Khotama. Il sait que c'est Béjaïa, c'est le centre de l'Algérie en fait. Il a trouvé là-bas des gens de pèlerins. Et durant, parce que le pèlerinage à l'époque durait 3 mois, 1 mois de voyage, un mois de séjour et 1 mois de retour. C'est pas comme maintenant on va en une journée. Et alors il a essayé d'expliquer à la Mecque, d'expliquer à ces gens-là, à ces Khotama, d'expliquer sa théorie, le zindiki. Et son discours a très bien plu à ces gens-là. À la fin du pèlerinage, ils lui ont proposé tout simplement où est-ce qu'il allait. Il a dit voilà, moi je vais aller en Égypte. Alors que lui, c'était à Damas. Non, mais il a dit voilà, j'ai envie d'aller en Égypte. Il a dit bon, c'est la même route, alors on va continuer à faire le voyage ensemble. Arrivé en Égypte, ils lui ont proposé, ils lui ont dit simplement on aimerait bien que vous veniez chez nous, nous expliquer en détail, expliquer à la population votre théorie. C'est ce qu'ils recherchaient. Et ils ont accepté. Et quand ils sont arrivés chez les Khotama, ici, bon, donc, entre bougies, et les gens étaient venus au point. Ils voulaient l'arracher. Chacun voulait le prendre dans son village. Alors, il leur a dit, voilà, il a dit, c'est inutile de vous battre. Eh bien, j'ai une mission à faire, je vais aller d'abord dans la vallée des gens de bien,
et puis montrez-moi le chemin pour aller à la vallée des gens du bien. Ils ont dit, eh bien, la vallée des gens du bien, c'est pas chez nous, c'est chez les Beni Slimane. Bon, ils lui ont montré le chemin, il a dit, voilà, je vais aller là-bas et en plus je retourne. Et quand il est venu chez les gens de bien, à Slimane, il a été très bien reçu, ils ont été très sensibles à sa doctrine, et ils ont fait une petite armée. Il est revenu chez le Koutama, il a agrandi son armée, et avec cela, et c'est cette armée-là qui avait fondé le Caire. Le Caire en Égypte. Voilà, donc, mon cheminement, donc, c'était ma famille propre, ma tribu, et puis, je me suis posé la question parce que, toujours dans le cadre de la quête des origines, il y a deux théories qui disent, voilà, les Arabes, enfin ceux qui s'appuient sur des légendes comme Sem, Noé, etc., ils disent que nous sommes venus du Yémen. Mais ça, c'est une légende. En fait, il n'y a aucune preuve. Parce que, historiquement, si on regarde les découvertes archéologiques, l'Homo sapiens le plus ancien retrouvé, les squelettes de l'Homo sapiens, ça se trouve au Maroc. Ça a été découvert au Maroc. Et donc, s'il y a migration, c'est de l'ouest vers l'est, et non le contraire. Donc, voilà. Ça, c'est une chose. Et de toute façon, ça, c'est, à mon avis, une légende. Il n'y a pas de preuve. Mais scientifiquement, je dis, l'homme le plus ancien, il est découvert à l'ouest, donc au Maroc, et non pas à l'est. Deuxièmement, c'est que nous ne pouvons pas... Il y a une deuxième théorie qui dit que, enfin, ça a été développé par les Européens, ils disent que les Berbères sont une race indo-européenne. Une race indo-européenne, et ça, à mon avis, c'est faux également. Je n'accepte ni l'une ni l'autre théorie. Pourquoi? Parce que nous avons une organisation sociale qui nous est propre. Nous avons une Jama'a, nous avons un peu d'affinité avec la Jama'a, nous avons des affinités avec la Grèce antique, l'Agora des Grecs, mais nous ne pouvons pas venir d'Orient ou de l'Inde. Pourquoi? Parce que les gens qui construisent cette théorie, c'est en fait, ils ont, à mon avis, une idée impérialiste derrière la tête. Ils veulent dire, par exemple, voilà, ce pays n'a pas de propriétaire. Vous êtes venus d'Orient, nous sommes venus d'Orient, donc nous restons comme vous. Les Européens disent aussi, vous êtes une race indo-européenne, vous êtes venus d'ailleurs, nous aussi, nous sommes venus d'ailleurs et nous restons. C'est pour légitimer un peu leur présence. Voilà, à mon avis, la théorie de... Et toujours dans la domination raciale. Vous savez que la race n'a aucune signification scientifique. Mais il se trouve qu'il y a un chercheur, il y a Bernard Lugon, qui s'appuie sur des données scientifiques par exemple, il a établi des marqueurs pour chaque race, des marqueurs. Et il se trouve que il y a un marqueur génétique des Berbères. Et d'après son étude, ce marqueur-là, on le retrouve à 45% en Tunisie, à 57% en Algérie et à plus de 70% au Maroc. Cela veut dire que le métissage, si métissage il y a, plus on va vers l'ouest, plus il y a moins de métissage. Et bien sûr, bien plus encore, c'est qu'il faut savoir que lorsque les Arabes
sont venus ici, notamment Ibn Nafa. Alors, il a été rappelé, bon, il avait fait sa conquête, il a été rappelé en Orient, en Damas. Et qu'est-ce qu'il a pris avec lui? Il a pris 25 000 adolescentes berbères pour les vendre comme esclaves sexuels sur le marché de Damas. 25 000. Et ça, c'est fait, c'est prouvé. Et donc, si vraiment on veut parler de dominance raciale, c'est plutôt les Berbères qui ont colonisé les Arabes. Parce que ces 25 000 adolescents ont eu des progénitures et le gène berbère va se multiplier avec une loi à l'exponentielle jusqu'à la fin de l'humanité. Donc, s'il y a dominance, parce que les gens qui disent actuellement « Hna l'arabe », c'est faux. Ça, c'est une influence vraiment. On devrait dire « Hna les berbères », parce qu'il y a le métissage, enfin le sang berbère a coulé plus vers l'est que plutôt le contraire. Voilà. Donc, voilà, la conclusion de cette généalogie, c'est que nous sommes des autochtones, nous sommes venus de nulle part. Et puis, deuxième volet du livre, c'est, je me suis intéressé à l'histoire récente de ma famille. L'histoire récente de ma famille, parce que durant la guerre de libération nationale, la famille Agrar a perdu énormément d'hommes. On compte 22 chefs. C'est la famille qui a perdu le plus de martyrs au niveau de la wilaya de Béjaïa. Ben, voilà ce que j'ai à vous dire sur ce petit livre. Je crois que beaucoup de gens aimeraient écrire leur généalogie, mais encore faut-il qu'ils aient des éléments, quelqu'un qui va les écrire par exemple. Alors, pour les archives, justement, je sais que la commune de Ouad Marsan, la Oufas, elle avait énormément d'archives très intéressantes. J'ai essayé par tous les moyens de les récupérer pour justement agrandir, parce que à la suite de ce livre, beaucoup d'amis m'ont dit, si tu peux écrire sur notre famille, eh bien on t'achète tous les livres. Aziza Abqadr, par exemple, qui est un ami à moi, il a dit, fais un livre comme ça sur les Zizi, je t'achèterai 10 000. Voilà. Eh bien, moi, sans le côté commercial, j'aimerais vraiment écrire quelque chose sur la commune mixte de Ouad Marsan, mais malheureusement, les archives ont été égarées. Et je pense que ça a été égaré sciemment, parce que j'ai retrouvé un beau cordon bois ici, que j'ai toujours chez moi, qui dit que les archives ont été transférées vers Béjaïa. Et j'ai été à Béjaïa, à rien. Ils m'ont dit, nous n'avons rien reçu de ça. J'ai essayé de sensibiliser à l'époque, en 2013, l'équipe ici pour les récupérer, mais malheureusement, Ils sont envoyés de Constantine vers Béjaïa. Non, j'ai le cordon d'envoi de Aoukas vers Béjaïa. Et là, bon, personne ne peut. On essaie de les récupérer. C'est à la commune normalement de faire l'effort de les récupérer. Même la commune n'a pas pu, à un certain moment, nous avions essayé de les récupérer, mais ça n'a pas. Ils n'ont pas pu. Donc ça a été égaré sciemment. C'était en 98. Ça doit gêner certains. C'est certain. Moi, ce n'est pas pour découvrir les choses, c'est juste pour écrire l'histoire. Et
Et l'histoire, en fait, n'apparaît que lorsqu'elle n'intéresse personne. Exact. Voilà, je vous remercie. Merci.